Paris est en feu, des véhicules incendiés jonchent les rues, des magasins pillés, des bâtiments gouvernementaux attaqués. Ce n'est pas une scène de fiction, ni un souvenir de mai 68. C'est la France d'aujourd'hui, en 2025. Mais attention, ce que nous voyons n'est pas une simple flambée de colère éphémère. Non, c'est le signe d'un malaise beaucoup plus profond, enraciné dans la société française depuis des années. Derrière les flammes et les slogans, il y a une réalité brutale. Une population qui n'en peut plus. Entre la hausse vertigineuse des prix, la perte de pouvoir d'achat et la sensation d'être trahi par une élite politique jugée arrogante et déconnectée, une moitié du pays semble dire « trop, c'est trop ». Ce mouvement dépasse les clivages habituels. Ce n'est plus seulement l'affaire des Gilets jaunes, ni d'un parti politique isolé. C'est une révolte transversale, unie par un sentiment commun d'injustice et de trahison. Et ce n'est pas seulement la France qui tremble, c'est l'Europe entière. Car si Paris vacille, c'est tout l'édifice européen, déjà fragilisé, qui risque de s'effondrer. Alors, comment en est-on arrivé là? Que veulent vraiment ces manifestants qui paralysent le pays? Et surtout, jusqu'où cette crise peut-elle aller? Révolution, chute de Macron, arrivée de l'extrême droite au pouvoir, ou recomposition totale du paysage politique français. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de la tempête française, analyser ses causes, ses acteurs, ses conséquences, et tenter de comprendre si la Ve République est en train de vivre ces dernières heures. Tout commence dans les rues de Paris, épicentre d'un chaos qui s'étend désormais à toute la France. Ce qui devait être une journée de mobilisation sociale s'est transformé en une nuit d'émeutes spectaculaires. Des voitures brûlent par dizaines dans les boulevards, des vitrines de magasins explosent sous les coups de barres métalliques, et des bâtiments publics, symboles de l'État, sont attaqués comme jamais auparavant. Le bilan est lourd. Près de 200 blessés parmi les manifestants comme parmi les forces de l'ordre. Plus de 500 arrestations rien que dans la capitale. Mais au-delà des chiffres, c'est l'impression d'un pays qui bascule dans un désordre incontrôlable qui frappe les esprits. Les images diffusées par les médias montrent des affrontements quasi-militaires entre CRS casqués et groupes de jeunes suréquipés, utilisant mortiers d'artifice, cocktails Molotov et même drones artisanaux pour filmer et coordonner leurs actions. Dans les quartiers populaires, la peur est palpable. Des familles entières se barricadent chez elles, terrifiées par les flammes et les affrontements qui se déroulent au pied de leurs immeubles. Certains témoignages parlent d'une nuit de guerre, d'autres d'une deuxième révolution française. Pourtant, les grands médias, eux, hésitent sur les mots. Ils parlent de clash ou de tension, minimisant parfois la violence réelle. Mais les vidéos partagées sur les réseaux sociaux ne laissent aucune place au doute. La capitale est en état de siège, et Paris n'est pas seul. À Lyon, des centaines de manifestants ont bloqué des ponts stratégiques, paralysant le trafic. À Marseille, le Vieux-Port a été le théâtre d'affrontements intenses entre policiers et jeunes. À Nantes, des mairies d'arrondissement ont été ciblées, taguées, vandalisées. Dans certaines villes, les écoles et les transports ont été fermés par mesure de sécurité. Le gouvernement, pris de court, a réagi en mobilisant des milliers de policiers et de gendarmes supplémentaires. Mais rien n'y fait. L'impression générale est que l'État a perdu le contrôle de ses propres rues. Car au fond, ce qui choque, ce n'est pas seulement l'intensité de la violence, mais sa détermination. Ces manifestants ne viennent pas pour défiler quelques heures et rentrer chez eux. Ils veulent paralyser le pays, bloquer tout, comme le répètent les slogans peints sur les murs, et ils y parviennent. Routes barrées, péages sabotés, infrastructures stratégiques ciblées. Pour beaucoup d'observateurs, cette explosion de colère n'est pas un simple accident. C'est le symptôme d'une France en rupture, d'un peuple qui ne croit plus ni au dialogue, ni aux institutions, et qui cherche désormais à se faire entendre par la force. Pour comprendre l'ampleur des émeutes, il faut remonter à la fois aux fractures sociales de long terme et aux décisions politiques immédiates qui ont mis le feu aux poudres. Depuis plusieurs années, la vie quotidienne des Français est devenue un combat permanent. Inflation galopante, salaire stagnant, factures d'énergie insoutenables. Chaque mois, des millions de ménages se retrouvent à jongler entre payer le loyer, remplir le frigo ou mettre de l'essence dans la voiture. Les classes moyennes, autrefois considérées comme le socle stable de la République, se sentent désormais fragiles, menacées de déclassement. Quant aux plus modestes, ils vivent une réalité brutale, celle de la survie. À cela s'ajoutent les politiques d'austérité. Pour rassurer Bruxelles et les marchés financiers, le gouvernement a réduit les dépenses publiques. Résultat, hôpitaux saturés, écoles en crise, retraites menacées. Dans les campagnes et les petites villes, on a l'impression d'un État absent.
qui ne se soucie plus des citoyens ordinaires. Dans les banlieues, ce sentiment est encore plus fort. Les jeunes, pourtant nés en France, héritiers de 3 ou 4 générations, disent ne jamais se sentir pleinement intégrés. Entre chômage, discrimination et relégation dans des quartiers délaissés, la colère gronde depuis longtemps. Et puis, il y a eu François Bayrou. Choisi par Emmanuel Macron pour incarner l'expérience et la stabilité, il devient Premier ministre avec une mission impossible, restaurer la confiance dans un pays fracturé. Mais au lieu d'apaiser, ces décisions ont aggravé la fracture. En présentant son budget 2026, Bayrou propose 44 milliards d'euros de coupes. 2 jours fériés supprimés, gel des allocations, réduction massive des dépenses sociales. Pour lui, c'était une nécessité, montrer à l'Europe et aux investisseurs que la France pouvait tenir ses engagements. Mais pour les Français, c'était une trahison, une attaque frontale contre leur quotidien déjà fragile. La réaction fut immédiate. La rue s'est embrasée. Ce budget a été perçu comme la preuve ultime que le gouvernement gouvernait pour les chiffres, pas pour les citoyens. Les syndicats, les associations, les retraités, les étudiants, les soignants, tous se sont retrouvés unis dans la contestation. Une convergence rare qui dépasse les clivages habituels. Et politiquement, le choc fut tout aussi violent. À l'Assemblée nationale, Bayrou perd son vote de confiance. Son gouvernement chute en quelques semaines. Une humiliation publique. Pour Macron, c'est une catastrophe. Celui qui devait incarner la stabilité devient le symbole de l'échec. Mais cet échec n'est pas seulement institutionnel. Il a libéré quelque chose dans la rue. Les manifestants ont vu qu'ils pouvaient gagner. Qu'en poussant suffisamment fort, le pouvoir pouvait céder. Ce sentiment d'efficacité collective a transformé une colère dispersée en une révolte nationale structurée. Comme le résumait récemment un éditorial du Monde, la chute de François Bayrou a révélé que le pouvoir n'avait plus ni légitimité, ni autorité. Ni dans les urnes, ni dans la rue. Résultat, Emmanuel Macron se retrouve plus isolé que jamais. Son choix de Bayrou, censé être une solution, est devenu une erreur fatale. L'opinion publique n'y voit qu'un président déconnecté, incapable de comprendre la gravité de la situation. En somme, les racines du malaise, vie chère, exclusion, mépris perçu, ont trouvé leur catalyseur, les décisions de Bayrou. Et c'est cette combinaison entre causes profondes et déclencheurs politiques qui a plongé la France dans l'une des crises les plus graves de son histoire récente. La France traverse aujourd'hui une tempête historique. Ce qui a commencé comme une colère contre la vie chère s'est transformé en une contestation systémique du pouvoir et de ses institutions. Les flammes de Paris ne sont pas seulement celles des voitures brûlées, elles sont le symbole d'une fracture profonde, d'un peuple qui ne croit plus à la promesse républicaine. L'échec de François Bayrou, la fragilité de Macron, la montée en puissance de figures comme Marine Le Pen malgré leur condamnation, tout cela dessine un avenir incertain. La question n'est plus de savoir si la France est en crise, mais jusqu'où cette crise peut aller. Vers un renouveau démocratique, vers un basculement populiste, ou vers une longue instabilité qui fragilisera non seulement l'Hexagone, mais aussi l'Europe entière. Car il faut le rappeler, la France est un pilier de l'Union européenne et de l'OTAN. Si elle vacille, c'est tout l'équilibre européen qui tremble. Les populistes d'Allemagne, d'Italie ou d'ailleurs observent et apprennent. Et dans ce climat mondial tendu, chaque faiblesse d'un pays majeur devient une faille exploitable. Pourtant, une autre voie est possible. Celle d'un dialogue renouvelé entre l'État et ses citoyens. Celle d'une politique qui place la justice sociale et la dignité au centre. Mais pour cela, il faut que la société française trouve la force de se parler, d'écouter, de reconstruire. Alors, à vous qui regardez cette vidéo, que pensez-vous que la France doive faire ? Faut-il plus de fermeté, plus de réformes, ou un changement radical de système? Dites-le en commentaire, je veux lire vos avis. Likez cette vidéo si elle vous a aidé à comprendre les enjeux. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines analyses, car ce qui se joue aujourd'hui en France aura des répercussions bien au-delà de ses frontières. La France est à la croisée des chemins, et c'est peut-être l'avenir de toute l'Europe qui se joue dans ses rues.